Parfait. Eh ben, on va commencer peut-être par toi, Johanna. Quel est ton OK. contexte et qu'est-ce qui t'amène à cette formation? OK et ben, bonjour à vous 2. J'espère qu'on aura l'occasion la semaine prochaine de rencontrer les autres, participants à la formation. En tout cas, moi, je suis Johanna Charby, je suis âgée de 36 ans. J'ai ma dernière expérience professionnelle qui a duré 12 ans au sein d'une organisation professionnelle, au service des industriels de l'agroalimentaire. J'ai évolué au sein de cette structure, pour atteindre le poste de responsable prévention des risques et gestion de crise et aussi le poste de chef de projet CRM. Aujourd'hui, pour diverses raisons, j'ai souhaité, donc sortir de cette, société. J'ai pris un peu du temps pour moi. Je l'ai fait assez courte, hein, mais voilà et je souhaite, avoir un nouvel objectif, professionnel qui est d'évoluer, sur la partie chef de projet CRM. J'ai appris de façon autodidacte, alors la façon, dont on appréhende un logiciel CRM. La gestion de projet, je l'ai découverte au fur et à mesure dans mon cœur de métier, de responsable prévention des risques. Mais, je me suis vite rendu compte quand par exemple donc là je suis à la recherche d'emploi, hein, vous l'avez compris, mais je me suis vite rendu compte que, bah, il y avait des choses qui étaient demandées dans l'offre d'emploi où je me suis dit: «Tiens, méthode agile, Scrum et cetera». Il y avait des termes, je ne connaissais pas et donc là, je me suis dit: «OK, il faut que tu te renforces sur, la connaissance en méthodologie, en outils, tu comprennes toute la terminologie, parce que je pense que derrière, j'arriverai à gérer, de façon cohérente, et un projet, en tout cas un projet peut-être de plus grande ampleur de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent». Donc voilà et j'ai trouvé que, cette formation semblait correspondre. Surtout que l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de certifiant pour moi, Mmh. pour que ça rassure aussi parce que je n'ai pas de diplôme dans l'informatique, je n'ai pas de diplôme en marketing, communication ou en gestion de projet de façon plus large et donc voilà, j'avais besoin de pouvoir, certifier un peu mes compétences aussi. Très bien. Eh ben, merci pour, cette explication et bienvenue dans cette formation. Je suis, sûr qu'elle pourra répondre à ton besoin, ouais. Merci. À toi, Sandra? Alors moi, je suis chargée de clientèle dans une, compagnie d'assurance. J'ai pour objectif de postuler, sur un emploi dans mon entreprise, mais dans un univers complètement différent, qui est l'institutionnel, avec une mise en place d'actions de prévention pour nos sociétaires. Donc je me suis dit: «Il me faut, des armes de plus pour postuler» et j'ai pensé à cette formation en gestion de projet puisque des projets, il y en aura, tout au long de ce nouveau poste. Donc par le conseil d'une coach, j'ai accédé à cette formation et je pense que justement elle va m'apporter, tout ce qu'il faut pour me donner ces armes supplémentaires. Donc je suis complètement novice, dans la gestion de projet. Je démarre de zéro, donc j'ai tout à apprendre. OK. Donc tu as déjà quelques notions, en tout cas tu as déjà, même si tu avais pas, heu, travaillé directement dans un projet, il y a des projets un petit peu, transverses, pour lesquels, bah, tu as eu un petit peu l'écoute et de savoir comment ça se passait un petit peu. Tu as un petit peu ce vernis-là, en tout cas de mini enfin pas des bases, mais grosso modo, tu sais ce que c'est un projet et Oui, voilà. Pour moi, oui, tu pars oui pas et vraiment de puis zéro. des projets dans ma fonction actuelle, mine de rien, on en monte vite un peu au début de manière différente, c'est sûr, mais oui, en effet, on part de quelque chose et on doit atteindre un but, hein, donc oui, Ouais, très bien, quelque très bien. part, voilà. Il me manque peut-être, du coup, toutes ces méthodes et ces outils. Et le C'est ça. formalisme, ouais, ça marche. Ouais, ouais, pas de problème. OK, très bien compris. OK, mais parfait. Alors je vais vous partager mon écran et on va retracer un petit peu les notions importantes, de la semaine. Tac, le voilà. Donc, la première semaine, donc la semaine 1, est dédiée à la partie démarrage, donc, qui est vraiment la partie, importante, du projet, qu'il ne faut pas oublier. Faut l'imaginer comme cette rampe de lancement pour une fusée. Si, elle est un petit peu tordue, au départ et qu'on se base sur ce socle, qui n'est soit pas stable, soit pas orienté vers la direction que l'on souhaite, on va pas aller forcément dans la bonne direction. Pareil pour des fondations pour une maison. Faut vous dire que voilà, les bases
bases d'une fondation, elles doivent être solides. Les bases d'une fondation doivent être bien installées au bon endroit. Et sans ça, le reste de la maison qui va, même s'il est parfaitement construit, ne pourra pas forcément être aussi bien solide dans le temps. Donc l'idée de cette première semaine que vous avez pu parcourir a commencé par la partie des acteurs, donc les acteurs du projet. Il faut savoir qu'en effet, on ne va pas démarrer le projet en se disant qui va faire quoi. C'est une réalité. J'ai démarré par cet aspect-là, puisque c'est important de pouvoir associer, excusez-moi, associer dans un projet les personnes qui vont être responsables de chaque activité. Pourquoi je commence par ça aussi? Puisque je vais souvent vous le répéter, le chef de projet n'est pas responsable de tout. Les gens ont souvent tendance à dire que ah bah, il y a un chef de projet, c'est de sa faute, ou c'est à lui, c'est lui qui devait faire. Non. Vous êtes chef de projet, vous êtes chef d'orchestre, vous organisez, votre rôle est d'organiser, d'être proactif, de communiquer à bon escient et au bon moment. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vous reprocher. Si en effet vous faites bien votre travail, on ne pourra pas en effet vous reprocher qu'un incident survient, que quelque chose ne fonctionne pas, si cela a été enregistré dans un risque, dans un incident. Donc quelque part, vous avez fait votre travail et vous avez indiqué voilà, il y a un risque potentiel, mais en fait voilà, le risque est arrivé. C'est pas forcément de ma faute, hein, c'est juste que voilà, on avait prévenu que ça pouvait arriver et c'est arrivé. Voilà. Donc c'est bien de pouvoir associer à chaque paramètres du projet et aussi à chaque corps de métier, chaque fonction acteur du projet, une responsabilité. C'est pour ça que ces acteurs sont importants d'être identifiés lorsque vous allez démarrer le projet, lorsque vous allez un petit peu creuser, et le rôle qui est surtout ultime, c'est celui du commanditaire. Il y a un des apprenants cette semaine qui m'a dit, dans le projet, pas de commanditaire, puis il m'a déroulé tout le reste. Je dis: «Bah, très bien, par contre le commanditaire, s'il y en a pas, pour moi, il y a pas de projet». Et c'est important, de pouvoir identifier un commanditaire pour un projet puisque c'est un petit peu la tête de pont, c'est l'initiateur du projet, c'est le décisionnaire ultime. S'il y a quelque chose qui doit changer sur le projet, c'est la personne à qui on va demander, l'avis en dernier puisque c'est lui qui va avoir le dernier mot quelque part. Et des projets qui sont commanditaires ou des projets avec des commanditaires, absents ou peu disponibles, j'ai déjà côtoyé des projets de la sorte, c'est des projets qui sont voués à l'échec. Et quelque part ensuite, enfin moi dans mon cas, hein, dans ce cas-là, j'ai déployé un système de trésorerie et de communication bancaire et à côté de moi, j'avais un chef de projet qui déployait un système, comptable, ERP. En fait, il m'a dit: «Voilà, le sponsor vient jamais, le commanditaire vient jamais au steering committee, au comité de pilotage, donc bon, après c'est pas grave, mais bon, il y a des choses qui vont pas». Alors je dis: «Mais voilà, enfin, si tu as ta réponse, tu l'as. Si tu as pas la personne qui est capable de prendre la décision pour donner la direction, ça ne peut pas aller». Et en effet, ils ont associé le déploiement de l'ERP, qui s'est très mal passé, avec plein de bugs, avec plein de soucis, et cetera. Ils ont associé le problème du déploiement à l'outil en lui-même. Mais mon propre commanditaire à moi m'a dit: «Écoute, dans d'autres entreprises, cette application, elle est merveilleuse. Elle marche super bien, mais par contre, chez nous, on dit que l'application est nulle». Mais c'est pas l'application qui est nulle, c'est la manière dont ça a été déployé et la manière dont ça a été construit en termes d'organisation. Et ça, c'est la clé. Donc, d'un contexte à un autre, en fonction de comment l'organisation est structurée par rapport à un projet, vous allez pouvoir en tirer profit ou pas du tout. Donc c'est très important de le prendre en compte. Dans la liste des acteurs, vous avez, des acteurs que vous pouvez considérer comme la partie fournisseur, donc fournisseur du projet pour l'entreprise et d'autres que vous pouvez considérer comme des acteurs du type client. Le commanditaire, c'est plutôt un rôle client, c'est à lui qu'on va fournir le projet et la partie responsable utilisateur aussi. En revanche, responsable fournisseur, chef d'équipe, chef de projet ou support projet sont tous des rôles qui sont plutôt du rôle du côté fournisseur. Pourquoi j'ai fait cette ségrégation-là? Parce que quelque part, le chef de projet pourrait endosser plusieurs rôles en fonction de la grosseur du projet, de l'amplitude, peut endosser plusieurs rôles, mais dans l'idéal, des rôles qui sont plus du côté fournisseur. On peut être chef de projet et chef d'équipe, on peut être chef de projet et support projet, on peut être chef de projet et responsable fournisseur,
a priori, ça pose pas trop de soucis. Tout va dépendre de la grosseur du projet évidemment. Si c'est un projet à plusieurs milliards d'euros avec, beaucoup d'équipes, le simple rôle de chef d'équipe occupe à temps plein. Donc, ce serait pas judicieux d'être chef de projet et chef d'équipe en même temps. En revanche, si c'est un projet style familial, j'ai déjà eu ce cas et justement pour cette application de communication bancaire que je livrais, j'ai monté une équipe, pour livrer le projet. Donc j'étais à la fois chef d'équipe et chef de projet. L'entité dans laquelle je travaillais n'avait pas forcément d'entité administrative pour gérer les factures avec les fournisseurs, et cetera. Donc j'avais aussi cette petite partie-là, mais je travaillais avec 2 fournisseurs, donc c'était pas quelque chose de très, très gros, et donc quelque part, j'avais cette triple casquette de chef de projet, chef d'équipe et de support projet. C'est quelque chose qui est possible. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel que je voulais souligner. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux différents acteurs du projet? Oui. Alors, je trouve pas l'endroit pour lever la main, alors je me permets de Pas de prendre souci, la on parole. est 3, hein, il y a pas de pas de problème. Donc, tu recommandes, enfin, que c'est pas une situation. On se tutoie, on est tous Bien d'accord? sûr, oui, pour Ouais, moi en ok, tout cas on se tutoie. merci. Du coup, tu recommandes de pas mélanger forcément en fonction de la dimension du projet, du type de projet, le poste de chef de projet, chef d'équipe. Mais alors, chef d'équipe, j'ai du mal à le positionner. Mmh. C'est Alors plutôt des ressources internes ou externes? alors en fait, tout va dépendre aussi de l'organisation de l'entreprise. Chef d'équipe est pas un rôle obligatoire. Il existe de manière sous-jacente. Soit le chef de projet interagit directement avec les équipes, ce qui est souvent le cas, enfin, en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Ça veut dire que j'avais des personnes qui m'étaient directement, affectées au projet, donc j'interagissais avec leur, responsable hiérarchique que, s'il y avait un problème ou par rapport à de la disponibilité et cetera. Mais pour le fonctionnement du projet en lui-même, j'interagissais directement avec les équipes, donc avec les personnes qui sont plutôt d'ordre opérationnel, pour, les réalisations. Donc j'avais soit je me partageais quelque part cette casquette de chef d'équipe, mais on pourrait dire aussi que le chef d'équipe était pas forcément nécessaire. Mais en fonction de la grosseur du projet, si on a affaire à plusieurs corps de métier, je parle dans le cadre d'un développement de logiciel, par exemple, il y a une équipe qui s'occupe, de la partie, middleware, donc de transfert de données. Il y a une équipe qui s'occupe, de la partie stockage, et cetera, et cetera. Là, en effet, lorsque j'ai un besoin, je dis: «Bah, voilà, moi j'arrive avec cette application, j'ai besoin que toi, chef d'équipe, toi chef d'équipe et toi chef d'équipe, m'allouez quelqu'un pour, cette période de temps à temps». Et dans ce cas-là, il peut y avoir plusieurs chefs d'équipe auxquels, tu interagis pour justement les besoins du projet. Tout va dépendre aussi de comment l'entreprise fonctionne. C'est pas voilà, mais en tout cas, c'est pas un rôle obligatoire, et c'est pas une absolue nécessité. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Johanna? Oui. Alors, je vois que la caméra bug, Oui, mais je sais pas si tu m'entends. on t'entend très bien. Et donc j'avais une autre question, c'est on est bien d'accord que c'est au niveau de la rédaction du business case qu'on détermine, les acteurs du projet? Oui, oui, tout à fait. Les acteurs du projet sont bien, clairement identifiés dans le business case avec, un organigramme projet, par exemple, qui établit ce qu'on appelle une gouvernance. Et donc en effet, dans cette gouvernance, on va indiquer, nominativement le rôle de chacun, et aussi, de comment elle va fonctionner, dans le temps. Est-ce qu'il y a des occurrences, style comité de pilotage qui vont intervenir, chaque mois et cetera. Donc oui, en effet, dans le business case, ces éléments-là seront bien rappelés. Et c'est au rôle du coup du chef d'équipe de déterminer, les acteurs du projet ou au commanditaire? Hem, alors les acteurs du projet, c'est un petit peu quelque chose qui va se faire de manière, collégiale, en fonction du niveau de connaissance du chef de projet par rapport à l'entreprise. Imaginons que c'est, le 10e projet, que tu traites dans la même entreprise.
Si on te dit: «Bah, voilà, Joanna, je te confie ce projet, l'idée cette fois-ci est de faire, une autre application qui a rien à voir, mais tu vas faire appel à tel service». Bon, alors tu vas tout de suite savoir, bah, OK, les responsables utilisateurs, ça va être lui, la partie fournisseur, je pense que je vais faire appel à lui et lui, chef d'équipe et cetera et cetera. En effet, ça doit être validé avec le commanditaire. Mais si tu n'as aucune connaissance de l'entreprise, tu viens d'arriver en tant qu'imaginons externe, et que Oui. tu dois inscrire et tu dois préparer cette gouvernance, elle doit se faire avec le commanditaire, de manière générale. Et grosso modo, le commanditaire, lui, doit être capable soit de t'indiquer les personnes qui vont pouvoir t'aider, soit de nominativement indiquer les personnes qui vont travailler avec toi. Surtout sur la partie responsable, donc responsable utilisateur, responsable fournisseur. Tout ce qui est partie chef d'équipe, chef de projet, c'est plus sur la partie technique. Et donc là, c'est plus les services auxquels tu es rattaché qui vont pouvoir t'aider. D'accord, merci, c'est très clair. Je t'en prie. Pas d'autres questions par rapport aux acteurs? Pour moi, non. Moi non plus. Très bien. Ensuite, le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est un petit peu le morceau de papier sur un coin de table durant une pause café, entre guillemets, hein, où le commanditaire va vous expliquer ce qu'il attend du projet, quelles sont ses aspirations et un petit peu vous donner un minimum de détails pour vous affecter le rôle de chef de projet sur le projet dont il a besoin. Quelque part, ensuite, vous le savez, le cahier des charges va être extrapolé, détaillé pour obtenir un business case. Mais c'est important d'avoir cette petite base sur laquelle vous allez pouvoir travailler, une certaine analyse du sujet, de manière à avoir toutes les informations de base nécessaires. Et s'il vous manque quelque chose, s'il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair, c'est quelque chose pour lequel vous pouvez revenir directement vers le commanditaire pour avoir un peu plus d'informations, puisque vous souhaitez un petit peu avancer dans le temps et préparer ce business case qui intervient comme un contrat. Dans le business case, on a tous ces paramètres, hein, donc je ne vais pas détailler puisque vous les avez vus cette semaine. Mais l'idée est de pouvoir au moins avoir ce minimum d'informations. Est-ce que vous avez des questions par rapport au business case? Non. Moi non plus, parce que j'ai pas pu encore avancer, donc je vais voir après. OK, ça marche, pas de souci. Oui, je vous ai même pas demandé à quel niveau vous en étiez. Je sais pas, je crois que Joanna, j'ai vu pas mal d'exercices, donc je pense que tu es arrivée quasiment au bout de la semaine. Oui, j'ai rattrapé mon retard parce que du coup, j'ai intégré la formation mercredi. Oui, ah oui, c'est ça. Du coup, j'ai tout rattrapé hier et ce matin, j'ai pas encore commencé les cours de ce matin. OK, non, ça marche, ça marche. Et donc toi, Sandra, tu as fait la première journée, c'est ça? J'ai fait la première journée, je vais rattraper ce week-end. OK, non, pas de souci, ça marche. En tout cas, allez à votre rythme. Moi, j'essaye de répondre le plus vite possible à vos exercices. Mais voilà, allez à votre rythme, il y a pas de pression, si vous avez plus de temps ce week-end pour le faire, c'est pas un problème. Pour le business case, il s'agit plutôt d'un contrat que vous allez établir. C'est, le bi pardon. Excusez-moi. C'est le cahier des charges, mais inscrit de manière détaillée, dans lequel vous allez préciser tous les aspects du projet, dans le moindre détail. Là où le détail, de manière calculée va intervenir, si possible, ce sera par rapport aux bénéfices, par rapport au coût du projet et aussi par rapport au retour sur investissement. Cette dernière notion, le retour sur investissement, est un des paramètres qui est pris en compte pour, vérifier qu'un projet est viable pour l'entreprise et c'est souvent un critère qui va permettre à l'entreprise de décider si oui ou non, on va de l'avant par rapport à cette perspective de ce projet. Attention par contre, le ROI n'est pas forcément systématiquement pris en compte, par rapport au contexte du projet. Si on peut avoir des projets négatifs avec un ROI négatif, qui peuvent être très bien validés puisqu'ils vont apporter d'autres bénéfices qui sont non tangibles, qu'on ne peut pas calculer, mais qui vont servir forcément à l'entreprise. J'ai en tête par exemple des projets, style sécurité. Si l'entreprise a un parc vieillissant, d'ordinateurs, de PC, l'idée est de pouvoir peut-être remplacer tous les PC. Alors forcément, c'est un coût certain,
ça va rien rapporter, puisqu'on va pas on peut pas remplacer un PC et dire que ça va tout de suite nous rapporter des sous. Par contre, ça va rendre l'entreprise performante, l'entreprise plus sûre, et quelque part, ces bénéfices qui sont non tangibles, on va pas pouvoir calculer ce que ça va rapporter en termes de gains pécuniaires à l'entreprise. Par contre, on sait que les salariés, les collaborateurs vont être, content, d'avoir quelque chose de plus performant, de pas avoir de bugs, c'est quelque chose de plus confortable pour un utilisateur, mais aussi en termes de sécurité, on est un peu plus sûr, on s'évite, et on limite, les possibilités qu'il y ait, des faits de sécurité, avérés, de type incident. Donc, ce genre de projets vont avoir forcément un retour sur investissement qui est négatif, mais ça peut être un projet du coup qui est validé puisque l'entreprise souhaite, aller de l'avant pour ce genre de projet. Donc, voilà, c'est pas systématique qu'un projet, négatif, peut être refusé. Je voulais insister là-dessus. Et donc du coup, j'ai parlé aussi des bénéfices non tangibles. Un des éléments aussi qui est important dans la partie business case, ce sont les risques. Donc les risques sont importants d'être, inscrits dans le business case puisque cela permet au commanditaire, à l'entreprise, de comprendre que vous partez pas la fleur au fusil, que oui, c'est une perspective que vous donnez d'avoir, de réaliser ce projet, d'obtenir ses livrables dans le temps imparti avec un planning. Mais quelque part, il peut y avoir des risques qui vont freiner l'avancement du projet et le fait d'identifier déjà des risques, on va dire un minimum de 5, pour le projet. Alors c'est vrai que c'est très compliqué lorsque le projet n'a pas démarré. Ça permet, à l'entreprise de dire: «Bah, OK, bon, on est conscient du coup que, oui, ce sont des belles choses qu'on veut faire, mais le chef de projet, la chef de projet souhaite aussi avoir un peu plus de contrôle sur ce qui pourrait affecter négativement le projet». Donc c'est très important de pouvoir le partager aussi, au moment du business case, du cas d'affaires. Est-ce que vous avez des questions par rapport au business case? Non, pas de questions pour moi. Très bien. Et enfin, le volet communication. Donc là, le volet communication, c'est la dernière journée. C'est surtout 2 outils, que je vous partage, qui sont la matrice et le plan de communication. La communication, c'est un fait essentiel dans un projet. On ne fait pas un projet dans son coin. Il peut y en avoir, hein. Il y a des gens qui sont chefs de projet et exécutants eux-mêmes, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a forcément un aspect communication à identifier, à partager, à prendre en compte, pour que le projet puisse aussi bien fonctionner. Un projet, c'est aussi un partage d'informations pour l'entreprise. L'entreprise investit une certaine somme d'argent, pour la réalisation de son projet. C'est quand même bien qu'elle puisse avoir un rendu, de savoir où on en est, qu'est-ce qui avance, pourquoi, et cetera. Donc la matrice et le plan de communication sont là pour vous aider, à avancer dans les différents écrits, et partages d'informations que vous allez faire par rapport au projet. La matrice n'est pas systématiquement nécessaire. Pourquoi? Puisque le but de la matrice est d'avoir et d'identifier l'ensemble des groupes de personnes qui doivent recevoir une communication par rapport au projet et pourquoi. Donc l'idée quelque part, ça va servir à des projets d'envergure où vous savez qu'il y a une multitude de services qui, vont bénéficier du projet directement ou indirectement et que quelque part en fonction, de comment vous allez avancer dans le projet, il faut qu'ils puissent avoir une information de manière à pouvoir peut-être l'utiliser pour d'autres choses. Mais bon, si c'est un projet, de petite taille, pour lequel, les utilisateurs finaux seront, au nombre d'une quinzaine, bah, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir une matrice de communication, vous savez à qui vous avez affaire. Quelque part, il y a peu de risques que vous oubliez quelqu'un. En revanche, le plan de communication est plus judicieux d'être utilisé dans n'importe quel projet, puisqu'il va retracer un petit peu le planning du projet, avec les différentes phases et les différents jalons, donc les étapes importantes du projet, les différentes échéances. Donc quelque part, à chaque échéance importante, vous allez
prendre le temps de communiquer sur, voilà, nous avons validé les business cases, le ROI prévu est de temps, voici le document joint, où il est disponible à tel endroit, et cetera, et cetera. Nous sommes à la moitié de la phase d'exécution, nous avons réalisé 10 livrables sur 25, nous sommes en bonne voie, il n'y a pas eu de déviation en termes de budget, ou bien s'il y en a une, nous avons pris un budget prévisionnel qui a augmenté de 5%, la date de fin du projet est toujours fixée à telle date. C'est tout bête, c'est des informations qui sont simples à comprendre, mais ça peut être aussi du genre, nous venons de terminer le livrable temps, attention, le service machin, soyez prêts pour telle date, nous allons revenir vers vous pour différents tests, et cetera, et cetera. Donc quelque part, lorsque vous avez identifié les jalons importants, vous allez inscrire par rapport à ces jalons ce que vous allez attendre. Soit c'est juste de l'information et du coup c'est vraiment de type informatif, soit c'est aussi pour préparer une action qui va venir et du coup ça permet aux gens de répondre en disant ah attends en fait non là à telle date ça va pas être possible puisque machin est absent, on a pris du retard donc on prévoit plutôt à telle date. Et quelque part ça va vous faire gagner du temps. C'est aussi un petit peu l'objectif, une communication qui va vous permettre de gagner du temps puisque vous n'allez pas arriver à telle date en disant voilà on démarre. Ah oui, mais en fait, on t'a pas dit. Voilà. Le fait d'avoir envoyé une communication un petit peu en avance, ça prépare les gens et ça prépare aussi votre projet. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui par rapport à cette première semaine de formation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez que je revienne? Du coup, ça commence à se concrétiser. Pour moi, je vois plus où je vais. Très bien. Il me reste à travailler les différents chapitres et avec cette intervention d'aujourd'hui, je pense que ça va m'aider aussi. Ok, parfait. Tant mieux. Merci Sandra. Et toi, Joanna? Je dois vous quitter car j'ai Oui. un rendez-vous professionnel. Pas de souci. Merci Sandra. Merci beaucoup, Joy. Je t'en prie. Au revoir, À bientôt. Johanna. Au revoir, Sandra. Et pour toi, Joanna? Alors oui, moi je suis déjà contente parce que j'apprends de nouvelles notions. Juste pour t'informer, moi j'ai géré un projet où j'étais responsable utilisateur, chef d'équipe et tout ce que tu veux. J'étais seule avec le commanditaire, donc en fait là je me dis ouais, en fait faut bien être encadré, faut pas prendre toutes les responsabilités pour pouvoir bien mener le projet. C'est important. Donc là, voilà, ça me donne, ça me rassure et puis ça me donne de nouvelles perspectives et de nouvelles notions. Yes. J'avais juste une question par rapport à... Alors, j'ai pas encore regardé le cours, donc désolée si c'est précisé. Pas de souci. Mais matrice et plan de communication, donc je comprends que ce sont des outils qui sont dissociés du business case. Oui. On peut les intégrer au business case, mais en effet, ça demande du travail préparatoire quand même. Après, dans le business case, certaines entreprises ne mettent pas beaucoup de choses, d'autres exigent d'avoir tel document rempli, etc. Donc tout vraiment va dépendre de ce que l'entreprise attend dans le business case. Et après, si c'est libre, tu peux très bien indiquer, une fois que le business case est validé, on va travailler sur le plan de communication qui sera disponible sous 2 semaines, 3 semaines, peu importe. Mais voilà, c'est en effet pas une obligation de l'avoir dans le business case, je pense. En tout cas, voilà, de façon générale, je trouve la qualité des vidéos et le processus de passer pas à pas au contenu est très intuitif. Donc et puis ça motive parce qu'on a envie d'avancer et de progresser. Donc ça, c'est top. C'est le but. Ok, nickel. Merci pour ce retour, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Je te propose de clore pour aujourd'hui. Je vais partager à toi et aux autres apprenants donc la session du jour ainsi que le corrigé des exercices. Donc si tu n'as pas fait tous les exercices, attends de peut-être tout faire avant de regarder le corrigé. Et ensuite, je te dis à la semaine prochaine, même heure, pour la prochaine classe virtuelle. D'accord. Merci beaucoup, Joy. Je t'en prie. Bon week-end. Bon week-end. Au revoir. Au revoir.